Et je donne à présent la parole à son Excellence Sébastien Kurz, ministre des Affaires étrangères de l'Autriche. Un grand respect que je me tiens à cette tribune pour la première fois en tant que ministre autrichien des Affaires étrangères. Plusieurs dirigeants mondiaux se sont tenus ici avant moi et ont exposé leur vision des difficultés et des crises internationales. Je suis beaucoup plus jeune que ceux qui sont intervenus avant moi, comme vous pouvez le remarquer. Je crois être le premier à avoir moins de 30 ans et avoir l'honneur de m'exprimer ici cette semaine. Bien entendu, je ne peux pas faire valoir mon expérience, mais je peux vous donner le point de vue de la génération plus jeune. Ma génération est la génération de l'après-guerre froide. Le rideau de fer, en effet, est tombé il y a 25 ans, lorsque j'avais encore 3 ans. Pour nous, en Europe, les années qui ont suivi la chute du rideau de fer nous avaient emplis d'espoir et de nouvelles possibilités. Nous pouvions travailler, voyager librement, étudier dans des pays étrangers et rencontrer des personnes d'origine diverses. Nous avons grandi dans une société où les droits de l'homme étaient respectés, où l'état de droit était un acquis et où la liberté de culte était pratiquée. Nous communiquons sans frontières sur Facebook et sur Twitter et nous avons toutes nos vies stockées sur nos smartphones. Nous consommons tout en ligne, y compris les informations. Le monde après la guerre froide était fascinant. Il apportait de nombreuses possibilités. Mais il était également beaucoup plus incertain qu'on ne l'avait prédit. 2 ans après la chute du mur, la guerre a hanté de nouveau l'Europe dans les Balkans. Mais heureusement, ces horreurs sont révolues aujourd'hui. Et les pays qui avaient connu la guerre connaissent des perspectives beaucoup plus heureuses. Après la chute du mur de Berlin, du rideau de fer, nous pensions que le monde pourrait avancer de la même manière pour tout le monde et que toutes les possibilités seraient offertes de la même manière au peuple du monde entier. Mais aujourd'hui, le monde semble connaître un recul. Nous sommes confrontés à des situations et des horreurs dont nous ne pensions être venus à bout. Pour des jeunes comme moi-même, qui connaissaient la guerre froide dans les manuels scolaires, il semblait incroyable de voir la logique de confrontation renaître. La crise en Ukraine est probablement la menace la plus grave à la paix et à la sécurité que l'Europe ait connue en plusieurs décennies. Mais peut-être aurions pu peut-être certains croient peut-être que nous aurions pu prévoir ce qui se passe aujourd'hui. Mais soyons honnêtes, qui aurait pu prévoir que 3 ans après le début des négociations, le président Yanukovych refuserait de signer l'accord d'association avec l'Union européenne? Qui aurait pu prévoir qu'après cela, le mouvement Maïdan serait suffisamment fort pour le contraindre à quitter le pays? Et qui aurait pu prévoir que la Russie réagirait aux événements en annexant la Crimée et en appuyant activement des mouvements séparatistes? Nous ne saurions accepter la violation du droit international avec des frontières contestées en Europe, une fois de plus. Dans le même temps, nous devons trouver une solution politique allant bien au-delà d'un simple accord de cessez-le-feu. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est une solution qui permet d'espérer une Ukraine libre, stable et unie. Une Ukraine qui jouisse de relations économiques fortes, à la fois avec l'Union européenne, avec la Fédération de Russie. Ne retournons pas à la logique de la guerre froide. Lorsque 2 blocs se faisaient face, notre politique aujourd'hui doit aller au-delà de la politique selon laquelle il faut choisir entre l'Europe ou la Russie. Il faut que nous puissions choisir les deux, et l'Europe et la Russie. Mesdames, Messieurs, certains prétendent que l'Ukraine ne serait pas dans la situation actuelle si elle n'avait pas renoncé à ses armes nucléaires. Mais je pense que il est dangereux de penser ainsi. Nous devons nous poser la question suivante. Cette logique
pourrait nous mener, ou où est-ce que cette logique pourrait nous mener? Tant que les armes nucléaires existeront, le risque qu'elles soient utilisées à dessein ou de manière accidentelle demeure réel. Alors soyons clairs, les armes nucléaires peuvent potentiellement mettre fin à la vie sur notre planète. Et n'oublions pas que 69 ans après Hiroshima et Nagasaki, les répercussions humanitaires d'une explosion nucléaire sont toujours aussi terrifiantes. La volonté de prévenir les répercussions humanitaires des armes nucléaires devrait nous unir tous dans cette cause. Nous espérons donc que la prochaine conférence sur ce sujet, qui se tiendra à Vienne en décembre 2014, marquera un véritable changement en faveur des débats internationaux sur les armes nucléaires. Monsieur le Président, Madame la Présidente, au-delà de notre région, nous observons aujourd'hui une résurgence de l'extrémisme au nom de la religion, avec un phénomène nouveau qui doit être relevé. Des combattants terroristes étrangers qui viennent des pays occidentaux et qui se rendent au Moyen-Orient pour rejoindre les combattants qui sont sur place. Il n'y a pas de temps à perdre. Nous devons répondre activement à la situation dans le nord de l'Irak. L'État islamique, comme il aime à s'appeler, tente aujourd'hui d'effacer des communautés religieuses tout entières. Les enfants sont décapités, les femmes sont violées et les pères pendus en raison de leurs croyances. En Europe, il y a des milliers de combattants étrangers qui détiennent des passeports européens. Et il y a 140 personnes qui viennent d'Autriche et qui combattent au nom de la guerre sacrée, comme ils l'appellent. Nous savons tous que ces organisations terroristes sont actives dans le monde entier. Ils recrutent des terroristes dans le monde entier et se financent par le biais de réseaux internationaux. Ils achètent des armes et des ressources dans le monde aussi. Ils utilisent, ou plutôt abusent, des réseaux de communication internationaux pour servir leurs objectifs. Comment est-ce possible que des organisations terroristes aient accès à des ressources financières et économiques qui leur permettent d'être si efficaces? Comment est-ce possible que nous permettions à des organisations terroristes d'abuser le droit à la liberté d'expression en étalant leurs actes barbares sur les réseaux sociaux? Comment est-ce possible qu'ils soient en mesure de recruter de nouveaux combattants au sein même de nos sociétés? Nous tous, aussi bien les gouvernements que le secteur privé, avons le devoir d'élaborer aujourd'hui des mesures préventives dans nos sociétés pour arrêter le flux des combattants terroristes étrangers. Nous devons couper tout soutien financier à leurs organisations et mettre fin à l'abus des réseaux sociaux en mettant en place des mesures de retenue volontaire sur ces réseaux. L'adoption d'une résolution par le Conseil de sécurité cette semaine était une première mesure importante. Mais aujourd'hui, nous devons la mettre en œuvre et nous devons nous rappeler que les lignes de front ne se limitent pas à l'Irak ou à la Syrie dans cette confrontation. Ces lignes de front se trouvent au sein même de nos sociétés occidentales. Mesdames, Messieurs, ma génération en Autriche a eu le privilège d'avoir grandi à l'abri de la peur et à l'abri de la misère. Bien entendu, nous ne pouvons pas en dire ainsi d'autres personnes qui grandissent aujourd'hui en Afghanistan ou en République centrafricaine. Aujourd'hui, la moitié de la population mondiale est âgée de moins de 25 ans. Nombreux sont ceux qui n'ont pas accès à une alimentation, à des soins de santé, à l'éducation, à des emplois et n'ont pas beaucoup de perspectives dans la vie. Voilà pourquoi le travail des Nations Unies en matière de développement est essentiel pour sortir des millions de personnes de la pauvreté, pour aider les affamés, les malades et pour éduquer les nouvelles générations dans le monde entier. Les Nations Unies ont besoin de notre soutien et le méritent. Et je puis vous assurer que l'Autriche appuie sans réserve le programme de développement pour l'après 2015. Mais nous devons également veiller au respect des droits de l'homme et de l'état de droit. Ces thèmes doivent recevoir toute l'attention méritée. Seule une société qui respecte pleinement les droits de ses citoyens pourra permettre à chaque individu de réaliser son potentiel. Par conséquent, nous sommes heureux de pouvoir organiser la deuxième conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral à Vienne en novembre prochain. Et nous avons l'honneur de recevoir le secrétaire général Ban Ki-moon à Vienne à cette occasion. Monsieur le Président, Madame la Présidente, je suis conscient
du fait que la liste des défis est très longue aujourd'hui. Il y a l'Irak, l'Ukraine, la Syrie, Gaza, la République centrafricaine, Mali, ainsi que l'épidémie du virus Ebola, pour n'en citer que quelques-uns. Compte tenu de ces difficultés, de ces défis mondiaux, l'ONU a besoin de notre plein soutien. Et j'aimerais remercier tout particulièrement le secrétaire général Ban Ki-moon de ses efforts inlassables à la tête des Nations unies. Je puis vous assurer que l'Autriche demeurera engagée en faveur des efforts déployés au sein des Nations unies et ses organismes pour relever ces défis mondiaux, qu'il s'agisse des soldats de la paix, du président de l'ECOSOC ou en tant que membre du Conseil des droits de l'homme. Nous sommes particulièrement fiers d'accueillir le Bureau des Nations unies à Vienne, qui est aujourd'hui un endroit emblématique en Autriche. L'Autriche a acquis une longue tradition en tant que lieu de dialogue international, en tant que constructeur de ponts entre les différentes cultures et les civilisations. Nous allons continuer à le faire à l'avenir et nous apporterons notre contribution pour que le monde devienne plus sûr pour les générations à venir. Je vous remercie. Je remercie le